Alors d'abord, moi je suis ni cadre dirigeant ni sociologue, je suis cinéaste. Donc je me base moi sur mon observation pendant cette période longue période où j'ai fait ces films en immersion. Je parle de mise à mort du travail et pas de mise à mort du travailleur. La mise à mort du travailleur, les difficultés pour le travailleur, c'est quelque chose qui s'est longuement débattu et qui continue à se débattre depuis un siècle. Moi, j'ai voulu mettre le point sur vraiment l'attention justement sur la mise à mort du travail dans la mesure où ce qu'on voit dans l'entreprise aujourd'hui, en tout cas moi dans les entreprises que j'ai observées qui avaient pour particularité d'être des entreprises mondialisées, standardisées, donc avec des grands groupes, avec des filiales absolument partout dans le monde, avec les mêmes méthodes de management, mêmes méthodes d'organisation du travail partout dans le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'avec justement ces méthodes de management et ces méthodes d'organisation extrêmement standardisées, appliquées par tous et pour tous, on avait au fond, en tout cas moi ce que j'observais, c'est qu'on avait finalement au fond dans le travail d'aujourd'hui, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler une perte de sens. Et sans parler encore de tous les risques psychosociaux qui peuvent en découler. Mais la perte de sens qui est la base, dans la mesure où le travail c'est pas seulement gagner un salaire, c'est la mise à l'épreuve de soi, c'est la possibilité du dépassement, c'est le rapport à l'autre, le travail est absolument central. Comme l'amour, le travail fait partie des choses qui sont essentielles on va dire, dans la construction de soi et dans la vie en société. Donc, dans la mesure où on a une perte de sens, où on observe aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup de sociologues le disent, une énorme perte de sens dans le monde du travail, pas que chez les ouvriers, mais aussi aujourd'hui, et particulièrement chez les cadres et chez les cadres supérieurs, moi j'y vois par extension, d'une certaine manière, une destruction petit à petit de ce qu'est le travail lui-même. Et détruire le travail, au fond, c'est détruire énormément de choses dans la possibilité de vivre ensemble, dans ce que je disais juste avant, c'est-à-dire la mise à l'épreuve de soi, dans ce qui fait finalement que dans la manière dont finalement nos vies s'organisent dans la société dans laquelle on est. Donc vraiment, mise à mort du travail, c'est différent de la mise à mort du travailleur. C'est deux choses qui sont à débattre aujourd'hui, mais c'est très important de voir le travail est absolument essentiel dans la société. Un projet collectif. Alors évidemment, toutes les entreprises aujourd'hui, entre guillemets, nous, travailleurs, quel que soit le niveau de la hiérarchie ou au public, ou aux clients, entre guillemets, auxquels ils s'adressent, on nous vend tout le temps le projet collectif. Le problème, c'est que derrière le projet collectif, il y a un mensonge. Il y a une hypocrisie qui est quand même, pour le coup, qu'il faut relever parce qu'elle est monstrueuse, cette hypocrisie. On nous vend un projet collectif en même temps qu'à l'intérieur de l'entreprise, tous les indicateurs, tous les spécialistes, tous les travaux de recherche le disent, en même temps qu'on a absolument intensifié les phénomènes d'individualisation dans l'entreprise. Il y a énormément de méthodes pour individualiser les relations entre les salariés dans l'entreprise, notamment, je prends un élément juste, par exemple, les évaluations individuelles des performances, etc., qui font beaucoup de dégâts. Donc on a à la fois des entreprises qui nous vendent un projet collectif, et par ailleurs, qui font l'inverse, au fond, dans l'agenda caché de l'entreprise, qui font l'inverse, c'est-à-dire qui individualisent tout à l'intérieur de l'entreprise pour, au fond, faire quoi ? Casser le collectif. Parce que le collectif est potentiellement, dans la vision que l'entreprise peut avoir de sa bonne marche, le collectif peut parfois être un contre-pouvoir. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les contre-pouvoirs sont extrêmement importants, dans tous les milieux, y compris dans l'entreprise, et que le contre-pouvoir peut faire avancer une entreprise, y compris dans le bon sens à terme, à long terme. Voilà. Mais à court terme, les contre-pouvoirs, c'est pas toujours très bien vu. Donc voilà, ça c'est très important. Alors évidemment, c'est sur la base de ce mensonge, de cette hypocrisie monstrueuse. Et qu'est-ce qu'on voit émerger ? On voit émerger, en effet, toute la cohorte de risques psychosociaux qu'on connaît aujourd'hui. Les phénomènes de stress, les phénomènes de décompression, les phénomènes de harcèlement, à l'extrême, quand on regarde par exemple ce qui se passe au Japon, dans les usines Toyota ou ailleurs, dans les cas vraiment les plus extrêmes, les morts par surtravail,
en France, chez Renault, chez France Télécom, etc., les suicides, qui sont sur le lieu du travail. Donc tout ce qui fait finalement tous ces éléments, dont certains sont extrêmement aigus, des risques psychosociaux. Et moi je pense vraiment que l'essentiel de ces risques psychosociaux, ils sont évidemment dus aux méthodes de management et à l'organisation du travail, ils sont dus à cette hypocrisie et au fait qu'au fond, alors qu'on vend un projet collectif, on favorise l'individualisation à l'intérieur de l'entreprise, et qu'en plus, il y a s'ajouter à ça ce qu'on disait juste avant, une perte de sens globale des salariés. Donc tout ça est une sorte sont des facteurs qui fonctionnent tous ensemble et qui produisent en effet aujourd'hui des risques psychosociaux qui sont extrêmement importants et qui sont à prendre en compte définitivement, parce que même du point de vue de l'entreprise, on peut se demander à moyen terme ou à long terme si, en termes de productivité, c'est-à-dire de ce que recherche par essence l'entreprise, si au fond c'est très intéressant en termes de productivité. Donc il y a vraiment là une question qu'il est urgent, pas seulement pour les médecins du travail, pas seulement pour les sociologues, pas seulement pour les contre-pouvoirs qui parlent et qui s'expriment publiquement, etc., mais pour les gens d'entreprise, pour les managers, pour les dirigeants, il y a quelque chose qui est urgent de prendre en compte. Dans l'augmentation des risques psychosociaux, dans les phénomènes qu'on voit aujourd'hui se développer dans le monde de l'entreprise, évidemment, le DRH, directeur des ressources humaines, d'ailleurs le terme serait à remettre en question, ce serait très intéressant de remettre en question les ressources humaines. Bon, voilà, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que le DRH est souvent montré du doigt. Mais au fond, finalement, je ne cherche pas à défendre absolument ou à descendre les DRH. Mais le DRH, comme les autres salariés de l'entreprise, il est lié à l'entreprise par un contrat de subordination. Donc le DRH, il est là aussi et son principal objectif, en tout cas le contrat qu'il a signé avec l'entreprise et qui fait qu'il a un revenu et un travail, c'est un contrat dans lequel, évidemment, il doit répondre à ce que lui demande l'entreprise. Ce que lui demande l'entreprise, c'est toujours la même chose. Au fond, c'est plus de productivité. Donc le DRH, comment le DRH peut se débrouiller pour sinuer, pour contourner, quand le DRH voit en effet une augmentation des risques psychosociaux, pour alerter la direction d'entreprise, etc., c'est extrêmement difficile dans la mesure où pour lui, pour le DRH, c'est vraiment au fond on va dire sur une chaise à bascule. C'est très très compliqué. Entre peut-être que le DRH préférerait éviter au maximum les risques psychosociaux, les décrochages, les décompressions, le stress extrême parfois des salariés, la perte de sens, etc. Mais qu'il n'a peut-être pas toujours les moyens de le faire dans la mesure où, quand on parle de ressources humaines, on parle bien de ressources humaines, pas d'autre chose. Donc le salarié doit mettre ses forces au service d'une entreprise dont l'objectif final est la productivité, ce qui n'est pas honteux puisque c'est l'objectif d'une entreprise. Mais bon, donc le DRH est vraiment dans une position difficile. Au fond, mon point de vue, c'est pas tant les DRH qui sont à accuser. Le vrai problème, c'est le projet global de l'entreprise et c'est le positionnement des entreprises aujourd'hui, plutôt vis-à-vis de leurs actionnaires. Donc la vraie question, au fond, elle est évidemment qu'elle est dans l'organisation du travail, qu'elle est dans le rôle des DRH, dans le rôle de chacun, qu'elle est dans les méthodes de management, etc. Mais la vraie grande question, je veux dire, on ne peut pas changer l'organisation du travail, on ne peut pas changer la position des DRH, on ne peut pas changer la manière de gérer les hommes dans une entreprise si on reste dans cette situation avec un actionnaire qui a les pleins pouvoirs, au point de finalement décider de tout, de la vie et de la mort, pas des salariés bien sûr, mais de tout projet d'entreprise, etc. Donc, et surtout des chiffres qu'il faut sortir tous les trimestriellement pour que l'entreprise soit suffisamment rentable. Donc la position du DRH est extrêmement compliquée. Après, finalement, le DRH, c'est un individu qui choisit un travail et qui choisit d'être dans ses ressources humaines. Alors peut-être qu'on voudrait voir, qu'on pourrait rêver d'un monde avec des DRH qui sont des postes à responsabilité, des DRH qui sont des postes importants, et qui sont toujours soumis quand même à ce contrat de subordination, mais qui finalement fassent quoi? Des DRH qui, au fond, prennent le risque parfois de s'opposer fermement, fortement aux méthodes de management qui sont proposées par l'entreprise, aux méthodes de management qui sont ces boîtes à outils qui viennent de chez McKinsey, de tous les grands cabinets de consultants, que tout le monde applique sans aucune créativité. C'est ça qui est quand même étonnant, c'est que tout le monde applique les mêmes outils.
Ça, c'est absolument sidérant. Moi, quand j'ai fait ces films dans l'entreprise, je me suis dit, oh, je vais voir plein de choses très différentes, etc. Non, d'une entreprise à l'autre, je vois les mêmes mots, l'excellence, la performance, etc. etc. Donc, tout ça, au fond, ça devient ridicule. Et peut-être qu'un DRH, on pourrait rêver de DRH, au fond, qui soit, d'une certaine manière, quelque part, dans certains moments en tout cas, des contre-pouvoirs, pas forcément un contre-pouvoir face dans les discussions qu'ils peuvent avoir dans les conseils d'administration, etc., de l'entreprise, mais face finalement aux demandes des actionnaires. Peut-être que le DRH devrait être celui qui alerte vraiment sur les problèmes que posent les méthodes de management ou d'organisation du travail. On n'en est pas là.